Plus que jamais, la menace n'est pas forcément d'une guerre, comme on l'appelle, d'une guerre technologique, d'une guerre hybride avec la Russie, mais d'une véritable guerre. Certains pays, ce matin même encore, s'inquiètent. Bon, on se pose la question, elle est simple. Est-ce que Volodymyr Zelensky ne sera pas le dindon de la paix? Est-ce que c'est pas sur lui, son départ du poste de président de l'Ukraine après 3 ans à tenir les rênes face à la Russie? Est-ce qu'il ne va pas faire les frais de cet accord de paix signé entre l'Amérique et la Russie? Il y a de grandes chances, si l'on écoute Donald Trump. Considérez-vous l'Ukraine comme un membre à part entière de ce processus de paix? C'est une question intéressante. Je pense qu'ils doivent faire la paix. Leur peuple est tué et je pense qu'ils doivent faire la paix. J'ai dit que ce n'était pas une bonne guerre et je pense qu'ils doivent faire la paix. C'est ce que je pense. Seriez-vous favorable à ce que Zelensky cède ou échange des territoires dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre? Eh bien, il va devoir faire ce qu'il a à faire. Mais vous savez, ces sondages ne sont pas très bons. C'est le moins que l'on puisse dire. Il a un pays qui a été agressé et attaqué. Alors, on va écouter dans un instant un autre coup de poignard. Magali, en écoutant Donald Trump, dit ça, c'est vrai, les sondages ne sont pas bons. On sent vraiment que Zelensky fait partie de la liste des concessions. On se souvient, on essaiera de le retrouver pour tout à l'heure, de cette image de Poutine rentrant très satisfait en limousine, interrogé par son journaliste préféré, quand il dit « Moi, négocier, il n'y a pas de problème avec Zelensky. Non, dans ce cas-là, j'enverrai quelqu'un. Mais si Zelensky n'est pas là, à ce moment-là, je viendrai aux négociations. » C'est ce que dit Trump, en fait. Oui, ça veut dire que Zelensky est totalement évincé. Ça veut dire qu'il y a aussi une pression de la part des Américains, qui représente aussi, il faut le dire, une partie de la population ukrainienne qu'on a assez de la guerre. Et Zelensky n'est plus aussi populaire qu'au début de la guerre. Vous rentrez, pardon, je vous coupe, mais je vous laisse. Oui. Vous rentrez d'Ukraine. Les Ukrainiens vous l'ont dit, ça, en disant que, est-ce que quelque part, Zelensky ne porte pas dans l'image, même si ça a été un magnifique chef de guerre, ça l'est encore, les stigmates de ce conflit et des morts et des blessés? Oui, alors c'est très ambigu, ce que les Ukrainiens disent, en même temps c'est notre chef de guerre, comme vous dites, et beaucoup le soutiennent, mais en même temps il y a bien sûr une décrue dans les sondages de popularité pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de blessés et bien sûr de tués sur le front, mais aussi parce que l'armée dit, mais pourquoi y a-t-il autant de gens dans les cafés? Pourquoi y a-t-il autant de gens dans les rues de jeunes? Il n'y a pas assez, grosso modo, de mobilisation, il n'y a pas assez de conscrits et bien sûr de soldats. Nos soldats sont en rotation insuffisante, ils sont totalement épuisés. Après, ce qui se passe dans le dos de Zelensky, c'est que c'est cette victoire du bilatéralisme. Trump ne sait pas négocier. En fait, quand on négocie dans un panier du négociateur ou des négociateurs, on met des éléments qu'on peut retirer. C'est-à-dire, je vous donne, ou je vous offre, ou je retire. Là, il cède tout. Magali l'a dit, sur les territoires, l'adhésion à l'OTAN, le fait éventuellement qu'un jour les Européens puissent s'occuper de la police, en fait, grosso modo. Oui, on sera les factotums, les subalternes. Les factotums, les subalternes et les garants d'un maintien hypothétique de la paix. Mais tout ça est très bancal. Et puis, deuxièmement, il veut aller trop vite, Trump, grosso modo. Dans ce côté bilatéral et quand même très égocentrique, très narcissique, ce en quoi il s'entend bien avec Poutine. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Il a dit, j'ai trouvé une faille, une vulnérabilité chez Poutine, qui est le narcissisme. Mais bon, il se reflète aussi par rapport à lui-même. Mais finalement, ça empêche d'avoir une profondeur historique. C'est assez grave parce que ça se fait aussi sur le dos des Européens. Les Européens sont très inquiets. Je suis rentré par la Pologne et je suis ressorti par la Moldavie, qui n'est pas encore européenne, et la Roumanie. Ce sont 3 pays très inquiets, plus les Pays-Bas qui disent, mais attention, les prochains sur la liste, c'est nous. Le Premier ministre du Danemark a dit avant-hier, mais attention, il faut se préparer à une guerre militaire, une vraie guerre, agression de la part des Russes d'ici 3 à 5 ans en Europe. Donc, gérer cela au niveau de l'Alliance Atlantique et de l'Alliance Générale Militaire, la part des États-Unis, de par le monde, c'est une vision à court terme et qui est très dangereuse. Effectivement, les Ukrainiens le savent, les Ukrainiens ont très peur. Et cet arrêt du jour au lendemain de USA, vous savez, cet organisme d'aide qui cumule 30 milliards à peu près de dollars d'aide à l'Ukraine sur 3 ans, eh ben, ça les inquiète parce que les abris souterrains ne sont plus en construction, les écoles souterraines pour abriter les enfants ne sont plus en construction, les médias indépendants ne sont plus aidés, et donc ça reflète aussi cette politique un peu erratique, un peu court-termiste de la part de Trump. Cette inquiétude, on l'écoutera tout à l'heure, notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a pris la parole ce matin au sommet de l'OTAN. Il dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour le moment, l'Europe, l'OTAN sont
menacés par cet accord qui risque de se passer entre les deux présidents. Je vous disais qu'il y avait un autre coup de poignard, il y avait un rêve des Ukrainiens, une garantie de sécurité, l'OTAN. Bien écoutez ce qu'a dit hier Donald Trump sur le sort réservé à l'Ukraine. Allez-vous vous opposer à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Je ne pense pas qu'il soit pratique de le faire personnellement. Je sais que le nouveau secrétaire à la Défense, qui est excellent, Pete Hegseth, a fait une déclaration aujourd'hui pour dire qu'il pense que c'est peu probable ou peu pratique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que bien avant le président Poutine, il disait qu'il n'y avait aucune chance qu'ils autorisent cela. Cela dure depuis de très nombreuses années. Ils disent depuis longtemps que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Et je suis d'accord avec cela. Je veux juste savoir si c'est le cas ou non. Mais il semblerait que la plupart des gens aient dit que ce n'est pas quelque chose qui va se produire. La plupart des gens ont dit. Magali, autre concession, et elle est majeure, à Vladimir Poutine. Oui, mais alors là, je relativiserai un peu parce que c'est ce que pensait l'administration démocrate, que de toute manière, l'Ukraine, elle n'avait pas sa place dans l'OTAN parce que ce serait une provocation trop forte, finalement. On avait parlé de 10-15 ans. Poutine, par l'intermédiaire de Lavrov, avait dit non, jamais. Mais là, on n'a jamais. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux deux précédents sommets de l'OTAN, à chaque fois, l'Ukraine a énormément poussé pour obtenir sa fameuse lettre d'invitation à rejoindre l'OTAN. Biden a bloqué. Donc, à la place, on a dans le dernier communiqué de l'OTAN, c'était le sommet de Washington en juillet, on a dit, bon, il y a une voie irréversible, mais en se gardant bien de mettre la moindre date, le moindre calendrier. Donc, tout ça restait quand même une perspective extrêmement lointaine. Alors là, en fait, on a une administration Trump qui parle extrêmement cash, et c'est ce qu'a fait Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense hier à l'OTAN, en disant non mais en fait, soyons clairs, l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Alors évidemment, ça pose un problème absolument majeur à Zelensky parce que l'adhésion à l'OTAN, c'est finalement la première des garanties de sécurité. Parce que demain, réellement, s'il y a une paix, s'il y a un cessez-le-feu, comment est-ce qu'on a la certitude que Vladimir Poutine ne refranchit pas la ligne dans quelques années? La garantie que veulent vraiment les Ukrainiens, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN plus que tout. Et aujourd'hui, on voit bien que l'administration Trump dit non. Donc la question va se reporter maintenant sur les Européens. Quelle garantie de sécurité est-ce qu'on accorde à l'Ukraine? Et c'est là où, de toute manière, on sent monter cette musique du côté de l'administration Trump. Ce sera aux Européens de se porter garant avec éventuellement des troupes au sol. Mais alors, il n'y aura jamais d'Américains, ça aussi. C'est ce qu'a dit le secrétaire à la Défense de Donald Trump. Dans le genre pragmatisme à l'américaine, le type bien, comme le dit Donald Trump, Pete Hegseth. On va le réécouter dans quelques instants, mais pour une autre décision prise par la Maison-Blanche cette nuit. Lui, il dit aux Ukrainiens, donnez-moi vos terres, donnez-moi vos ressources, et après la guerre, vous aurez un bouclier de protection. L'OTAN, ça aussi, ça va être compliqué pour Zelensky de vendre quelque part une forme de défaite à son peuple. Ça fragilise, comme le disait Magali, l'Ukraine bien évidemment, mais également Volodymyr Zelensky. Zelensky, il aura un bilan aussi à présenter, qu'il se représente aux élections ou pas. Il aura des comptes à rendre à sa population. Donc, l'intégrité territoriale, en tout cas pas dans les frontières de 2014, mais dans les frontières de 2022 ou pas. Quelles sont les garanties de sécurité à long terme? Magali l'a dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc, pas l'OTAN. Ça, c'est clair. Ça a toujours été plus ou moins clair. Les États-Unis, comme les Européens, estimaient que c'était une provocation trop forte que de repousser l'OTAN aux frontières est de l'Ukraine. Donc, quelles sont les garanties à proposer? Il y a eu plusieurs propositions par la Turquie, par la Chine, par les Européens. Et aujourd'hui, Trump, sans nous mettre autour de la table, dit moi, finalement, je vais prendre ce qui m'intéresse. Je vais mettre Poutine sur un piédestal. On parle entre hommes forts. Je vais installer mes usines ou mes forages où ça m'intéresse. Et les Européens vont régler les problèmes. Enfin, en fait, je ne prends pas les problèmes, je prends que les solutions. Et aux Européens de régler le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne peut pas parler pour nous sans nous avoir consultés. Et a priori, vu les réactions
notamment de notre ministre de la Défense, c'est pas clair qu'on a été consulté en amont. Oui, alors ce qui est terrible, pardon, juste, vous mettez le doigt sur un point important. Visiblement, donc il y a eu Poutine-Trump, Trump-Poutine. Après, accessoirement, Zelensky. Coup de téléphone pour informer de la discussion avec Poutine. Et nous, rien. Il ne nous a pas appelés. Mais nous a pas tenu au courant. La sécurité de l'Europe, elle est concernée au premier titre par la sécurité ukrainienne et vice-versa. On est liés par notre territoire et par le comportement de Vladimir Poutine et la Russie en général, parce qu'on parle beaucoup de Poutine, mais il n'est pas seul, il a un entourage, il a une administration, il a les oligarques, donc du coup ça pousse de ce côté-là. On ne peut pas tout céder aujourd'hui à la Russie parce que ça reste un pays doté de l'arme nucléaire. Si on cède sur l'ensemble des exigences de la Russie, que ce soit les États-Unis ou l'ensemble des alliés, on risque d'avoir un Poutine qui se permet tout et n'importe quoi vis-à-vis des pays voisins comme la Moldavie, comme la Géorgie. Pourquoi pas les Baltes, la guerre hybride, le continent africain, ça deviendra vraiment ingérable. Ce qui est terrible, c'est que les rêves les plus fous de ces 1000 blogueurs et de ces partisans de Poutine, on pense à Soloviev, on passe souvent des extraits de ces émissions de télé, dans leurs rêves les plus fous de conquérir effectivement l'Europe, ils vont finir par avoir raison. Alors, pour bien enfoncer le clou, au cas où les Ukrainiens n'auraient pas bien compris, nous non plus d'ailleurs, que la paix aura un prix et que c'est à l'Ukraine de payer ce prix. Vous parliez de territoire. Eh bien, écoutons ce qu'a dit le ministre de la Défense, le secrétaire d'État américain à la Défense. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Une façon de couper l'herbe sous le pied à Volodymyr Zelensky, puisque c'était une demande de sa part. Difficilement réalisable, mais une demande. Oui, absolument. Et alors, je peux dire qu'il y a un soulagement, mais on entend une petite musique dans la population ukrainienne qui veut dire, à un moment, il faudra négocier, parce qu'on ne peut pas sacrifier comme cela d'autres centaines de milliers de blessés. C'est le cas actuellement. J'ai vu beaucoup d'amputés. C'est du cumulatif, évidemment, sur 3 ans, et bien sûr des dizaines de milliers de morts. Mais en même temps, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de garantie de sécurité. Et qu'est-ce qui se passe avec ces déclarations de Trump depuis le 20 janvier, même pas simplement sur l'Ukraine, mais sur le reste du monde? C'est d'une part, déplacement des frontières, et rejoint Poutine. Poutine a dit en 2023, un empire, sans citer l'empire russe ou le néo-empire néo-poutinien, un empire, quel qu'il soit, n'a pas de frontières. Vous savez, Christophe, c'est l'équivalent du limès de l'Empire romain. C'est élastique, donc on peut reculer, on peut avancer, etc. Donc il n'y a pas de frontières et on peut s'entendre en tant qu'empire. Il s'agit de 2 empires, le nouvel empire américain et l'empire poutinien. On peut s'entendre sur les frontières, ailleurs en Afrique ou en Syrie ou ailleurs, peu importe. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui se passe avec ces discours de Trump depuis le 20 janvier? Remise en question du droit international. C'est exactement ce que demande Poutine. Quand Trump dit, finalement, on va abandonner les sanctions de la Cour pénale internationale contre Poutine, finalement, on va incriminer Imran Khan, c'est pas Imran Karim Khan, pardon, le procureur de la CPI, ça correspond au fait de Poutine. Mais les Ukrainiens se disent, tout ça pour ça. Je finis sur une discussion que j'ai eue il y a quelques jours à Dnipro, cette grande ville sur le Dniepr, avec un combattant en tenue militaire. On a passé des heures à discuter. 3 fois, il m'a montré son moignon. Il est amputé ici. Il m'a dit, on va céder peut-être, mais tout ça pour ça, il m'a montré son moignon. Et c'était pas que lui. C'était pas que l'amputé qui parlait, c'était la nation ukrainienne. Est-ce qu'on s'est battu pendant 3 ans avec autant de sacrifices, de forces vives et de jeunes surtout sur les zones de combat pour céder si facilement au pluriel, nos Alsace-Lorraine? C'est une interrogation, grande inquiétude de la part des Ukrainiens. C'est aussi aux Européens, je trouve, de pousser le pion, même si c'est difficile face à Trump, mais à dire, nous sommes là, il faut compter avec nous pour la défense.